Avant ta VOD, petite question quiz. Tu connais sans doute les déserts médicaux. Ce sont ces zones où c'est très difficile de se faire soigner parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Mais figure-toi que la Croix-Rouge a aussi désigné ce qu'ils appellent des déserts de solidarité. Ce sont des zones à plus de 20 km d'une antenne de la Croix-Rouge. Et la question c'est la suivante. Combien de Français vivent actuellement dans un désert de solidarité? Est-ce que c'est 500 000? Est-ce que c'est 1 million? Est-ce que c'est 2 millions de Français? Ou est-ce que c'est 8 millions? La bonne réponse, c'était la réponse C. 2 millions de Français vivent dans un désert de solidarité. Selon la Croix-Rouge, il y a 4000 communes en France qui sont des déserts de solidarité. D'ici 2026, le Crédit Mutuel va permettre de financer le soutien de 72 000 nouvelles personnes supplémentaires. Si c'est possible, c'est notamment grâce aux dividendes sociétales du Crédit Mutuel. Je t'en parle en fin de vidéo. On te reçoit ce soir parce que tu es le rapporteur depuis décembre dernier d'une commission d'enquête parlementaire sur l'organisation des élections en France. Le rapport sort demain. C'est une commission sur laquelle vous avez beaucoup bossé. J'ai noté 43 réunions, 119 personnalités auditionnées. C'est énorme pour une commission d'enquête. C'est énorme, ouais. Et le rapport fait 370 pages. Alors en fait, il fait 370 pages maintenant, mais comme il y a des contributions de groupes politiques, à la fin, il en fait 522. Waouh! Donc c'est effectivement un gros rapport. Et 115 recommandations. Ouais, 115 recommandations, dont des recommandations qui, je pense, vont faire un petit peu parler, puisqu'il y a beaucoup de choses qui concernent les sondages, notamment. Et on va en parler. J'ai fait un travail, parce qu'il y a la partie audition, qui est une partie qui est publique, finalement, mais il y a aussi tout un travail que j'ai fait d'enquête, et c'est ça, justement, ce que ça donne comme pouvoir particulier d'être rapporteur d'une commission d'enquête, c'est de pouvoir aller chercher des documents. Et moi, j'ai fait un truc que personne n'a jamais fait. Je suis allé chercher des documents à la commission des sondages, où, à la commission des sondages, ils ont les données non redressées des sondeurs. Donc tu as réussi à mettre la main dessus? J'ai mis la main sur 14 000 documents avec lesquels j'ai pu faire une analyse un peu cumulée de l'ensemble des sondages, notamment sur l'élection présidentielle. Et comment dire, les conclusions sont pas très heureuses pour les instituts de sondage. Tous les instituts de sondage? Alors, il y a des différences, en fait, en fonction des instituts de sondage. Justement, c'est ce qu'on montre dans le rapport. Il y en a qui ont des méthodes très différentes les unes des autres. Il y a beaucoup de méthodes extrêmement différentes, mais surtout, ce qu'on a essayé de voir, c'est pour chaque institut de sondage qu'on a un peu étudié en détail, quelles sont les spécificités, les problèmes qui sont posés. Je peux donner un exemple très concret. L'Institut Cluster, par exemple, il fait un choix qui est différent des autres, qui est d'avoir une bonne représentation de l'échantillon politique et potentiellement une moins bonne représentation de l'échantillon socio-démographique, c'est-à-dire qui correspond aux catégories de l'INSEE. Bon, faire ce choix-là, ça lui a permis d'avoir des résultats qui étaient plus proches du résultat final à l'élection présidentielle. Et moi, j'ai trouvé que Dormagin, qu'on a eu, Jean-Yves Dormagin, qui est donc le directeur c'est le chef de Cluster, que j'ai eu en audition, il dit un truc assez intéressant. Il dit, mais qu'est-ce qui est le plus prédictif du vote? Est-ce que c'est d'avoir déjà voté Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, ou bien est-ce que c'est d'être cadre? Qu'est-ce qui, dans les deux, va être le plus prédictif d'un vote? Il dit, si vous avez voté Mélenchon, a priori, vous avez plus de chances de vous exprimer dans un espace à gauche. Si vous avez voté Le Pen, vous avez plus de chances de vous exprimer dans un espace à l'extrême droite ou à droite. Bah ouais, je suis d'accord avec cette analyse, mais les autres, ils font pas ce choix-là. Les autres, ils font notamment le choix d'avoir des bons échantillons sociodémographiques, il faudrait revenir sur bon, mais d'avoir des mauvais échantillons politiques. Et pour le coup, le constat qu'on tire sur un certain nombre de sondeurs, c'est qu'il y a une sous-représentation de l'électorat Mélenchon, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à trouver en fait les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. C'était ça ce que tu voulais prouver? Non, c'était pas forcément ce que je voulais prouver. Et effectivement, nous, on avait... c'est une critique que vous portiez déjà. Bien sûr, on l'avait mis dans la commission d'enquête, éclairer les facteurs d'erreur des sondages. Parce que, évidemment, quand il y a 5 points d'écart entre le score annoncé par les sondages et le résultat réel à la fin, la lecture médiatique de la campagne, c'est pas du tout la même. Je peux vous Mais les sondages, ils annoncent rien. Les sondages, ils sont pas prédictifs. Alors, c'est exactement ce qu'ils disent, sauf quand ils ont le bon résultat. C'est-à-dire, quand ils ont le bon résultat, ils disent, vous voyez, on avait trouvé avant le bon résultat. Par contre, quand ils se plantent, ils disent, non, mais c'est pas prédictif, c'était une photographie à un instant T. Et donc, à la fin, désolé, le résultat final. La photo finish n'est pas la même photo que celle qu'on a eue avant. Soit c'est dans un sens, soit c'est dans l'autre sens. Mais ça peut pas être les arguments quand ils ont bon, c'est qu'ils ont bien prévu. Mais je te vois faire pareil, si je puis me permettre. Je te vois critiquer les sondages en général, puis dès que les sondages sont favorables à Jean-Luc Mélenchon, je te vois faire des tweets. Alors, justement, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est parce que, spécifiquement, la démonstration qui est faite, et j'invite vraiment, parce que je sais que les sondeurs sont pas très contents du truc, mais moi, je les invite à publier les données qu'ils ont. Oui, c'est ça, ça fait partie des préconisations du rapport, c'est d'avoir une transparence sur les données. Bah oui, parce que
qu'est-ce que la science, normalement? La science, c'est de pouvoir étudier les données et de pouvoir reproduire des expériences pour voir si oui, c'est vrai ou non, c'est pas vrai. À l'heure actuelle, c'est pas le cas. On n'a pas accès aux données auxquelles moi j'ai eu accès. Et donc, on ne peut pas vérifier, on ne peut pas, ça s'appelle falsifier. La méthodologie est partagée, mais pas les données. Exactement. Donc, tu ne peux pas savoir si oui ou non, il y a des redressements qui sont extrêmement forts. Et notamment, moi, la démonstration que je fais, c'est que d'un jour sur l'autre, tu peux avoir des redressements qui sont faits qui varient énormément pour un même candidat. Pardon, juste là-dessus, pour que les gens comprennent bien, c'est quoi un redressement? Parce qu'on parlait de données non redressées et de redressement, je ne pense pas que les gens soient au fait de ce que ça veut dire. Alors, un redressement, c'est quand vous avez un échantillon qui répond à votre sondage, qui ne correspond pas tout à fait à la population, vous allez normalement renforcer les répondants à ce truc-là. Je vous donne un exemple. Si vous avez renforcer la représentativité. Exactement. Si vous avez 12% de répondants qui disent avoir voté Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, vous êtes censé redresser ceux qui vous disent ça pour leur donner un poids supérieur pour que ça pèse 22% dans l'élection présidentielle. Sauf que du coup, ça donne un poids très très fort à des gens qui sont tout petits par rapport à ce qu'ils représentent normalement. Ok ? Sauf que le problème qu'il y a en plus, c'est que ces redressements-là ne sont pas faits d'une manière qui est objective pour tout le monde. Tu peux avoir des redressements qui sont très forts pour certains candidats, beaucoup plus faibles pour d'autres, et notamment la démonstration qu'on fait, c'est que pour ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, ils sont très en dessous par rapport à d'autres candidats. Emilien ? Oui, désolé. Non, vas-y. Pour tout vous dire, effectivement, j'ai été parfois un peu dubitatif sur comment c'est sur les questions des sondages en audition. J'ai pas vu tout le rapport, évidemment, ce qui n'est pas sorti, mais on a vu quelques propositions qui sont pour beaucoup intéressantes. Notamment, je partage tout à fait l'idée qu'il faut plus de transparence sur les données, qu'il faut pour expliquer aux gens, y compris les marges d'erreur, etc. Après, quand vous dites, par exemple, qu'on redresse plus ou moins les candidats, non, on redresse des catégories sociopolitiques. Après, on choisit effectivement, par exemple, selon quel taux d'abstention, voilà, à quelle élection on va redresser. Pareil pour, quand vous dites, les autres ont un mauvais échantillon sociopolitique, ils redressent quand même par rapport à ce qui a été voté la dernière fois. Effectivement, la question, c'est par rapport à quelle élection on fait. Non, je suis pour qu'on le dise. Mais c'est pas un choix qui est arbitraire comme ça. Pareil, quand vous dites que des fois, ils se vendent leur sondage, des fois, ils disent que c'est pas prédictif. Effectivement, si c'est fait 2 jours avant, ou que c'est le sondage jour du vote, ils peuvent dire que effectivement c'est plutôt proche. Si c'est 6 mois avant, ils peuvent pas prétendre que ça a prédit. Donc, et de la même manière que vous parlez de redressement aléatoire, on a presque l'impression que volontairement, ils iraient attaquer, notamment Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est ce que vous croyez ? Alors, il y a plusieurs questions dans la question. La première, c'est longtemps avant, c'est une photographie qui ne correspondrait pas au résultat de l'élection. Du coup, à quoi bon ? Je donne un exemple très concret. Vous avez un sondage de décembre 2021, on est donc 6 mois avant l'élection présidentielle, qui donne Valérie Pécresse gagnante au second tour. Elle a fait 4,76, je crois. Oui. Indépendamment du fait qu'elle fait 4,76 à la fin, ce n'est que grâce au redressement... 78. Ce n'est que grâce au redressement que Valérie Pécresse est en réalité, dans ce sondage-là, vainqueur du second tour. C'est-à-dire que le résultat brut donne Valérie Pécresse perdante face à Emmanuel Macron, et le résultat publié par le sondage, c'est Valérie Pécresse gagnante face à Emmanuel Macron après redressement dans le sondage. Et donc les médias publient sans... Mais c'est normal de redresser après tout. Ça dépend. Si jamais il y a une transparence sur le redressement, pourquoi pas ? Mais si jamais il n'y a pas de transparence sur le redressement, c'est une fabrique opaque qui mérite une attention des citoyens. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faudrait qu'on ait accès à ces redressements, que tout le monde ait accès à ces redressements, pour pouvoir précisément valider ou invalider des choses. Et je prends un exemple très concret, qui est un autre sondage qui est publié à un autre moment, où vous avez, entre 2 jours, un redressement de Jean-Luc Mélenchon qui va être fait, où le redressement va rapporter 2 points ou 3 points supplémentaires, je ne me souviens plus. Le lendemain, le redressement, alors que c'est le même échantillon représentatif au point de départ, le lendemain, le redressement lui fait perdre des points. Donc, soit il y a une corrélation des sondages les uns après les autres qui fait que pour une même période de temps, vous avez les mêmes niveaux de redressement, et là c'est scientifique et à la limite c'est valide, soit non. Et dans ce cas-là, il y a une question qui est posée. Moi, ce que j'essaye de démontrer, c'est pas nécessairement que spécialement sur Jean-Luc Mélenchon. C'était ça qui, évidemment, était le plus intéressant. Ce qui ressort de ce que vous bien sûr, mais en même temps, c'est sur Jean-Luc Mélenchon qu'ils sont le plus plantés. Et ça s'explique. Ils se plantent surtout sur l'abstention, c'est ça le plus grand problème des sondages. Justement, pas sur l'élection présidentielle. Alors, il y a deux sujets qui sont posés. Parce que par ailleurs, en plus de la question des échantillons et des redressements, il y a une autre question qui est posée, qui est qu'ils ne prennent que les personnes certaines d'aller voter, et cela y compris des mois avant l'élection.
Ce qui a pour effet d'invisibiliser une partie de l'électorat, et en particulier l'électorat populaire. Par définition, ceux qui ne savent pas s'ils vont aller voter, ils ne peuvent pas donner leur avis. Eh ben si, parce que à la fin, comment tu fais ? Tu dis, on te pose la question, t'es maintenant là maintenant. On te dit, est-ce que vous êtes certain d'aller voter à l'élection présidentielle ? Si tu réponds non. Si tu réponds non, t'es pas compté dans le résultat. Mais Donc, en même temps, si tu vas pas voter. Ben oui, mais t'es pas certain. 2 ans avant une élection présidentielle, t'es pas certain que effectivement tu vas aller voter. Les gens ils répondent de bonne foi. Ils peuvent dire très bien en se disant non, mais je les crois, à 100%. Et ensuite les sondeurs te disent quelle est la probabilité sur une note de 0 à 10 que tu ailles voter. T'as certains sondeurs qui ne prennent que les gens qui répondent 10. Donc 2 ans avant une élection présidentielle, on peut te prendre pour résultat les gens qui te disent à 10 sur 10 qui sont sûrs qu'ils vont aller voter. Moi, je suis même pas sûr de répondre ça. C'est-à-dire, bien sûr que je me démêlerai dans tous les sens, mais tu peux toujours envisager, et c'est ce que font sans doute des gens qui répondent au sondage, mais tu peux toujours envisager, je sais pas quoi, que tu aies un problème, Bah oui, mais alors, moi je suis une personne qui est très engagée, donc je vais probablement répondre 10. Mais des personnes qui votent, par exemple, pour Jean-Luc Mélenchon à une élection présidentielle, à qui on demande dans 2 ans, vous êtes certain d'aller voter ? Mettez une note de 0 à 10. Vous pensez vraiment que tous les gens qui votent pour Jean-Luc Mélenchon, ils vont mettre une note de 10 ? Mais pour les autres aussi. Eh ben non, justement, c'est aussi socialement réparti de manière différente. Et c'est là qu'il y a des questions qui sont posées en détail. Parce que moi, mon problème, à la limite, si jamais les sondages étaient transparents, si jamais on pouvait le vérifier scientifiquement ce qui se passe, et si par ailleurs il y avait une lecture médiatique des sondages qui était un petit peu plus mesurée, pesée, ça serait intéressant d'avoir des sondages. Sauf que à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe ? On fait 100% confiance dans les sondages, alors même qu'on n'a aucun moyen de vérifier la fiabilité réelle de leurs données, et ça donne la lecture médiatique d'une élection pendant jusqu'à 2 ans avant. Là, vous avez des sondages qui sont faits sur l'élection présidentielle de 2027. Une des propositions que tu fais dans ton rapport, c'est d'interdire les sondages avant le début des campagnes. Encore pire que ça. Je suis encore plus rigoureux que ça. Jusqu'au dépôt des listes. Mais sachant que ça arrive très tardivement, enfin très tôt avant le jour du scrutin. C'est réaliste ça ? Comment ? C'est réaliste ? Je ne sais pas si c'est réaliste, ça dépend, c'est la représentation nationale qui peut en décider. On pourrait très bien dire que les sondages peuvent être interdits tant qu'on n'a pas la liste des candidats. Pourquoi je fais cette recommandation ? C'est pour évidemment inviter à réfléchir sur ce que produisent les sondages. Qu'est-ce que ça fait quand on fait des courses de petits chevaux comme on fait aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est en train de dire que l'élection présidentielle et la stratégie pour l'élection présidentielle doit se décider sur la base de sondages dont je conteste la validité scientifique. Or, précisément, si jamais on parle d'autre chose que c'est quoi les candidats ? Quel est le sujet central qui doit venir sur la table, logiquement ? J'en sais rien. Les programmes. Ouais. Les programmes. Alors, si je puis me permettre, si tu interdis les sondages en France avant le dépôt des listes des candidats, on a des amis en Belgique, en Suisse, au Canada, au Québec, qui vont le faire pour nous. Oui. Sans doute les mêmes Français d'ailleurs. C'est une des raisons pour lesquelles, alors qu'il existait avant une interdiction des sondages dans la dernière semaine qui précédait une élection. C'était la RTBF qui en bénéficiait. Tout à fait. Et ben voilà, en fait, c'était 2 jours. C'est 2 jours. Non, avant c'était une semaine. Avant c'était une semaine, ouais. Avant c'était une semaine, et justement parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait il y avait des sondages qui étaient faits à l'étranger et que c'était pas tenable sur la durée. Et ils se sont mis à interdire ça et à dire qu'on pouvait faire des sondages jusqu'à 2 jours avant l'élection. Et alors c'était une bonne ou une mauvaise idée ? Comment ? C'était une bonne ou une mauvaise idée de passer à 2 jours ? Justement, moi, le travail que j'ai fait me laisse à penser que les sondages ont tendance à être beaucoup plus précis quand tu te rapproches de l'élection que quand tu t'en éloignes. Donc moi, je fais la proposition inverse. Si jamais on veut protéger la vie démocratique de notre pays, du débat qui peut exister sur tel candidat il est en tête par rapport à tel... Enfin, regardez le dernier sondage qui est donné. Donc, tu as un sondage où tu as plusieurs candidats qui sont autour de 15-16%. Et donc, le grand débat du moment, c'est de savoir qui sera au 2e tour face à Jordan Bardella. Mais c'est même pas sûr que Jordan Bardella sera au second tour. Je suis d'accord avec ça n'est même pas sûr. Est-ce que les sondages aussi longtemps après le jour du scrutin, ça n'intéresse pas finalement que les politiques dans leur négociation, plus que ça a un impact sur les citoyens ? Enfin, on va pas se dire... On va pas se dire, ah bah tiens, comme on disait tout à l'heure, je sais pas si je vais aller voter dans 2 ans. Donc, a fortiori, si je vois un sondage qui place Mélenchon ou Le Pen, je vais pas me dire, oh là là, il faut que je vote si je suis pas d'accord avec ça. Est-ce que c'est pas juste un outil pour les politiques ? Alors, je dirais que c'est même plus un outil pour les médias. C'est-à-dire que le gros avantage des sondages, c'est que ça coûte pas cher pour produire de l'information. C'est-à-dire, ça coûte le coût du sondage, donc c'est pas excessif par rapport à payer des journalistes. Ça varie en fonction du nombre de personnes que tu fais. Évidemment, plus il y a de gens, plus ça coûte cher. Et sur ce plan-là...
Enfin, il y a plein d'éléments parce que ça dépend du nombre de questions, etc. Donc, mais tu peux pas donner un chiffre qui soit un Non, mais en chiffre. tout cas, ça Et tu coûte- peux avoir des sondages à 1500, 2000 euros pour faire un sondage sur l'élection présidentielle, par Effectivement, exemple. c'est pas cher. C'est pas excessivement cher. Non. Et par rapport à payer un salaire de journaliste pendant un mois ou pendant un an, tu as des médias qui vont préférer payer un sondage parce que là, vous pouvez faire en fait de l'animation de plateau télé en disant bon bah selon le dernier sondage, je ne sais quoi, tel candidat est plus fort par rapport à tel autre. Est-ce que c'est à la loi de décider de... Est-ce que je suis tout à fait d'accord sur le fait que les sondages sont surtout mal utilisés, mais est-ce que c'est à la loi de décider si on l'utilise bien ou mal? Eh ben la loi le fait déjà. Dans le sens où il y a une loi de 1977 qui a créé la commission des sondages. Alors ça, on pourrait en parler par Oui, ailleurs mais de c'est la une commission question de des sondages. transparence, pas une question de On va- le droit de faire ci ou ça. Ouais, mais On a alors d'autres juste- questions. Ouais, Mais simplement vas-y. sur ça, parce que ça, c'est d'une certaine manière, c'est indécent. La loi crée une commission des sondages pour contrôler la qualité des sondages. La commission des sondages n'a pas accès aux données brutes des sondeurs. Donc, elle n'est pas en mesure de contrôler. Par ailleurs, il y a une personne qui travaille à temps plein à la commission des sondages Oui, ça, et qui est c'est censée analyser l'intégralité des sondages. Et par ailleurs, et ça c'est le dernier point, les sondages dits d'opinion ne sont contrôlés par personne. C'est-à-dire quand vous avez des sondages qui disent 68% des Français pensent que, C'est vrai. personne ne contrôle ça. Personne. Personne n'a accès à même le commencement. Parce que c'est pas d'une- électoral, c'est ça. Parce que c'est pas enfin, parce que Pas directement. non, pas lié à non, une non, non. élection. Plus exactement parce que la commission des sondages considère que sa mission s'arrête aux sondages électoraux. Mais en réalité, telle qu'est rédigée la loi à l'heure actuelle, on pourrait considérer que ça rentre dans son champ de compétence. Pourrait. Intéressant. À suivre, en tout cas, ça fait partie des recommandations de cette commission, du rapport de cette commission d'enquête qui a un objet assez large, c'est l'organisation des élections. Il y en a un qui a l'intention de peser sur les élections qui s'appelle Pierre-Édouard Stérin, un milliardaire qui a refusé 2 fois de répondre à la commission d'enquête. 2 fois, il a refusé de se présenter alors que c'est obligatoire dans la loi. 2 fois et demi même. 2 fois et demi. Bah, tu vas nous Bah, raconter, mais qu'est-ce que ça dit de l'impunité des milliardaires, ça? Bah déjà que quand il y a une amende de 7500 € et que t'es milliardaire, C'est pas cher, c'est pas cher. je pense que voilà. Les 2 ans de prison qui sont prévus, je sais pas si ça lui fait si peur que ça. En réalité, ils se disent effectivement qu'ils sont dans une logique d'impunité. En tout cas, lui se dit qu'il est dans une logique d'impunité. Par ailleurs, il prétend influencer les élections depuis la Belgique, où il a sa résidence fiscale, parce que il ne veut pas subir un matraquage fiscal. Et donc, il se prétend Pas très patriote. patriote, ouais, c'est Il ça. se prétend patriote, mais il paye pas ses impôts en France. Donc déjà, c'est quand même un peu spécial. Ensuite, ce monsieur, on l'a donc. D'abord, on a voulu le convoquer une première fois. On a eu une réponse qui nous disait « Ah, désolé, je suis pas disponible à telle date ». On est sympa, tu vois, on dit D'accord, Des choses qui arrivent. ça arrive, on comprend, il était en vacances, bon, ça arrive, les vacances. Donc, on convoque à une deuxième date. Deuxième date de convocation. Finalement, il ne se présente pas et il nous sort, à la date de la reconvocation, une excuse qui, franchement, est... Enfin, je sais pas, il dit qu'il n'est pas en sécurité. Il n'est pas en sécurité à l'Assemblée nationale. Pour ceux qui connaissent pas l'Assemblée nationale, on est plutôt sur du bâtiment sécure, hein, en On est- termes de flics, Ouais, en termes de... Sûr. Il dit j'ai des menaces de mort. Ça n'est pas sécurisé pour moi d'aller à l'Assemblée nationale. Bon, ben à part qu'il y a plusieurs députés quand même qui sont menacés de mort, jusqu'à la présidente de l'Assemblée elle-même qui a des menaces de mort. Et pourtant on va à l'Assemblée nationale et ça pose pas de problème. Et il nous dit, alors celle-là c'était quand même la meilleure de l'année. Il nous dit contactez telle personne au ministère de l'Intérieur qui vous informera davantage sur les problèmes qui sont posés pour ma sécurité. Donc on appelle. Enfin, on appelle, c'est le président de la commission d'enquête, donc Thomas Cazenave, il appelle, il dit allô, bonjour, alors c'est vrai qu'il y a des problèmes de sécurité qui sont posés? Bah non. Enfin, c'est-à-dire, il y a des photos qui ont été publiées qui disent il y a des menaces de mort, pour le coup, qui ont une réalité, et nous, on ne le prend pas à la légère. On demande réellement au ministère de l'Intérieur, ok, d'accord, donc vous constatez qu'il y a des problèmes que vous considérez quand même globalement assez faibles comme niveau de menace, mais êtes-vous en capacité d'assurer la sécurité de monsieur Pierre-Édouard Stérin pour qu'il se rende à l'Assemblée nationale? Réponse du ministère de l'Intérieur, bien sûr. Évidemment, oui. C'est pas très Ah, bah, compliqué en plus. hein, Imaginez, franchement, c'est bon. attends, imaginez quand même le ministère de l'Intérieur qui dit je suis pas capable d'assurer la sécurité d'une personne sur le territoire national qui viendrait à l'Assemblée nationale. Ce serait la flippant, fout ce mal. serait flippant. On Il serait y aurait dans un- matière à s'inquiéter sur la manière dont est tenu. Enfin, par ailleurs, il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter de la manière dont est tenu le ministère de l'Intérieur, pour d'autres raisons, parce que le ministre est raciste en particulier, ça c'est un gros problème. Mais sur la partie sécurité, il y a pas de sujet qui est posé sur la sécurité à l'Assemblée nationale. Lorraine
Donc, pour les personnes qui n'ont pas trop suivi sur le projet Périclès, donc Pierre-Édouard Stérin, donc, qui est un milliardaire, essaye notamment d'influer sur les élections avec son projet parce qu'il finance notamment des médias, il veut payer de la formation aux élus. Est-ce que dans ce rapport, vous estimez qu'il faut changer les règles de financement des campagnes électorales, voire même des partis politiques? Parce que aujourd'hui, en fait, à l'heure actuelle, pour un particulier, c'est plafonné à 7 500 € si je ne me trompe pas. Dons, ouais. Enfin, pour 1 an, donc après on peut monter à 15 000 pour 2 ans. Mais en tout cas, c'est plafonné. Mais là, son projet, c'est plusieurs millions d'euros pour influer à travers les médias, à travers la formation. Est-ce que vous souhaitez contrer ça? Et si oui, comment? Alors, le projet Périclès, c'est un truc qui est complètement dingue parce que il veut mettre 150 millions d'euros sur 10 ans. 150 millions d'euros sur 10 ans, ça veut dire 15 millions d'euros par an. C'est l'équivalent d'une campagne présidentielle, un budget de 15 millions d'euros. Hein. C'est énorme comme somme financière. Et par ailleurs, il y a plein de problèmes qui sont posés par cette structure. D'abord, il y a effectivement le problème du financement individuel qui pourrait arriver vers des partis politiques. Ça, j'ai une recommandation qui est faite sur ce sujet. C'est de limiter les prêts de personnes individuelles à 50 000 € sur une période de 5 ans. Parce qu'à l'heure actuelle, ça n'est pas le cas. À l'heure actuelle, il n'y a pas de limite. Vous avez un exemple très concret. Marion Maréchal Le Pen, elle a reçu un prêt de 800 000 € d'un particulier pour boucler à l'équilibre son compte de campagne européenne. Bah, je sais pas, ça mériterait de soit savoir qui est la personne très friquée qui lui prête 800 000 €, soit, moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plusieurs personnes qui sont en capacité de lui prêter 50 000 €. Sinon, ça pourrait vouloir dire qu'une personne très très riche pourrait prêter beaucoup d'argent à un candidat en particulier et potentiellement, c'est ça la question qui est posée, exiger des choses en retour. On rappelle qu'en France, les dons aux candidats sont limités. Heureusement, on n'est pas aux États-Unis, c'est pas le Far West, c'est pas autant d'argent qu'on veut, à qui on veut, etc. Et il y a effectivement un risque de détournement de ça. Mais ça existe pour les dons, ça n'existe pas pour les prêts. Et ça, c'est une énorme, enfin, c'est un angle mort à l'heure actuelle de la loi sur le financement et des partis et des campagnes qui est hyper important. Latifa ? Oui, j'avais une question sur la forme, le choix de faire une commission, ou d'être dans une commission. On voit que on a reproché souvent à l'EFI la bordélisation de l'Assemblée nationale, la contestation des votes, etc. Est-ce que c'est une manière de, pas arrondir, mais voilà, de passer par une commission pour finalement contester ce que vous aviez à contester, enfin, sur les sondages, le vote pour Jean-Luc Mélenchon, etc. Est-ce qu'il y a aussi une stratégie politique et de communication là-dedans? Moi, ce qui me fascine, c'est que on dirait qu'il n'y a que quand les insoumis font des commissions d'enquête que ça pose des problèmes. C'est vraiment dingue parce que il s'est produit exactement la même chose sur la commission d'enquête sur la TNT. C'était un insoumis qui était rapporteur de la commission d'enquête sur la TNT. T'en parlais tout à l'heure avec l'Arcom. Et quand c'est des insoumis, étrangement, les conclusions dérangent. Ben, je sais pas, il y a un droit de tirage par groupe parlementaire qui existe. Ça veut dire une fois par an, un groupe parlementaire peut décider de lancer une commission d'enquête. C'est assez logique que ça soit sur des sujets qui vont intéresser. Moi, le point de départ, la raison pour laquelle j'ai voulu m'en occuper, c'est parce qu'il y a la question de la mal-inscription et de la non-inscription qui est un problème majeur. 10 millions de personnes qui sont ou mal inscrites ou non inscrites sur les listes électorales. Et deuxièmement, ma formation universitaire, c'est une formation en sociologie politique et la question des sondages, c'est une question qui est hyper centrale. Enfin, je ne vais pas vous refaire tout Bourdieu et compagnie, mais c'est une question qui est centrale, notamment sur la capacité de matérialisation de l'opinion. Bourdieu parle d'artefact, de création d'une structure qui moi, m'intéresse beaucoup. Là, ce que j'ai constaté, c'est que ouais, il y a quand même beaucoup de productions artefactuelles qui sont faites par les sondages. Oui, justement, cette question de la commission d'enquête. Alors, il y a beaucoup de conclusions qui sont très intéressantes et recommandées depuis assez longtemps, notamment sur la question d'inscription automatique des gens sur les listes électorales quand on change d'endroit. C'est un problème pour les gens qui doivent enchaîner très souvent, qui sont souvent des gens avec une situation sociale assez précaire. Mais j'ai envie de dire, vous qui justement avez fait de la sociologie politique, est-ce qu'il y a besoin d'une commission d'enquête pour savoir des choses qu'on sait dans beaucoup d'ouvrages, que publient d'ailleurs les gens que vous avez interrogés en sciences politiques? J'entends bien, je ne suis pas contre qu'on aille enquêter, qu'on aille chercher les données, bon, même s'il y en a une partie qui sont disponibles sur Internet, mais soit de la commission des sondages, qu'on aille faire venir ce terrain pour y en laisser expliquer, tout à fait d'accord, mais est-ce que, en matière de priorité, on va dire, dans les commissions d'enquête,
c'était vraiment la priorité, sachant qu'il y a d'autres enjeux en matière d'organisation d'élections. Je pense à vos collègues sénateurs, enfin collègues, entre guillemets, qui ont voté la fin du vote par correspondance des détenus. Ça, c'est des gros enjeux. Est-ce que les sondages, tout ça, la inscription qui est très importante, mais qu'on connaît déjà et sur lequel, en fait, peut être dans n'importe quel programme politique bien avant ça, était vraiment nécessaire? Alors, plusieurs réponses à la question. D'abord, le moment où on a décidé de créer la commission d'enquête, il ne faut pas oublier le moment où c'est. On est en décembre de la fin de l'année dernière. Il y a une instabilité politique qui est une instabilité politique extrême. Et à ce moment-là, le débat, c'est il pourrait y avoir une élection présidentielle anticipée. Dans un cas d'une élection présidentielle anticipée, ça peut être utile d'avoir des pouvoirs de rapporteur pour aller faire un contrôle sur pièce et sur place des opérations de vote. Donc ça, c'était un élément qu'on avait éventuellement en tête sur ça. Ensuite, il y a des dimensions de la commission d'enquête qui, effectivement, n'appellent pas forcément d'avoir des pouvoirs de rapporteur. Ce que ça permet de faire, c'est de faire des auditions, de présenter de manière un peu publique l'ensemble des données, d'aller creuser sur des choses quand même. Ça m'a permis d'aller notamment à Évry pour parler de la question des radiations, mais ça, c'est un autre sujet encore, mais qui a un lien avec la question de l'inscription sur la liste électorale. Mais par contre, pour le coup, sur la partie sondage, pouvoir aller à la commission des sondages, récupérer les données des sondeurs, c'est inédit. Enfin, je pense qu'on ne mesure pas encore exactement ce que ça veut dire, mais le travail que j'ai fait moi, c'est un travail qui n'a jamais été réalisé par personne, ni par la commission des sondages, ni par les sondeurs eux-mêmes, vu qu'ils ont leurs données à eux, mais ils n'ont pas les données des autres. Moi, j'ai pu faire les données agrégées de tout le monde, et la commission des sondages avec une personne... Vous le mettrez à disposition des chercheurs, par exemple, cette base de données ? Eh ben ouais, moi je souhaiterais faire ça. Et le problème que j'ai un problème très concret, c'est que je publie les données agrégées sur la base des sondages que j'ai récupérés. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que les sondeurs qui ne vont pas manquer de critiquer les résultats mettent eux à disposition leurs données. Je souhaiterais que eux... Et ça pourrait passer par une loi qui les forcerait à le faire. Alors déjà oui, parce qu'on a la possibilité quand même de demander un certain nombre de données aux sondeurs. Mais d'ailleurs c'est déjà le cas, hein. Ils sont obligés d'envoyer des données à la commission des sondages. Il suffirait juste de dire que la commission des sondages publie les données qu'elle reçoit, qui sont les données brutes des sondeurs. C'est bon, c'est une petite modification de la loi. Ouais, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose à faire. C'est juste qu'ils publient les documents qu'ils reçoivent eux, plutôt que les documents qui sont déjà publics, quoi. Donc ça peut être une petite modification, mais le fait d'avoir pu avoir accès à ces données, et notamment aussi aux échanges à l'intérieur de la commission des sondages, où parfois ils disent tel institut valorise plus tel candidat, tel institut valorise plus tel candidat, tel institut valorise plus tel candidat, et donc la somme globale fait que ça fonctionne à peu près. Pardon ? Excusez-moi, mais moi, ça me choque d'avoir ce genre de conversation à l'intérieur de la commission des sondages. Mais vous pourrez trouver tout ça dans le rapport. J'ai une question aussi sur l'organisation des élections. Il y a aussi la question des ingérences étrangères dans les élections en France. Bah oui, gros sujet. Qu'est-ce que votre rapport préconise pour lutter contre l'ingérence des puissances étrangères ? On pense notamment à la Russie. Ouais. Alors, il y a plusieurs questions qui sont posées par ça. Moi, j'ai étudié en détail les deux gros sujets d'ingérence qu'on a eu récemment, qui étaient donc les étoiles de David qui avaient été taguées, les étoiles bleues, là, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais, je me souviens, et puis les mains rouges sur le mémorial de la Shoah. Et on voit qu'à chaque fois, c'est un dispositif qui est un petit peu similaire, c'est-à-dire on va faire une action physique. Cette action physique va être prise en photo, publiée sur les réseaux sociaux, amplifiée par des réseaux qui, pour le coup, sont des comptes souvent alimentés par l'étranger, avec l'objectif que cette ingérence finisse dans les médias de l'officialité. Et ça n'a pas loupé, à chaque fois, c'est ce qui s'est passé. Le dernier cas qui pose question, c'est ce qui s'est passé récemment avec les deux synagogues où il y a eu de la peinture verte qui a été mise, et le mémorial de la Shoah où aussi il y a eu de la peinture verte. Pour l'instant, il y a un sujet. Personne ne sait exactement quels sont les objectifs. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 3 personnes serbes qui ont été arrêtées, et il y a quand même des très forts soupçons désormais que ça soit de nouveau un cas d'ingérence, et notamment d'ingérence russe potentiellement, en passant par des Serbes. Et moi, j'ai l'impression qu'on n'apprend pas les leçons des cas précédents. C'est-à-dire, il y a eu un mode opératoire qui semblait à peu près similaire, des objectifs en plus qui étaient ciblés, qui étaient à peu près similaires, qui visent un objectif simple, diviser le peuple. Diviser notre peuple, essayer de rentrer dans des failles qui existent à l'intérieur du peuple français, en particulier instrumentaliser la question de la lutte contre l'antisémitisme qui est nécessaire dans notre pays, ou la question du racisme d'une manière générale,
et essayer de diviser le peuple sur cette base-là. Mais Donc, comment on fait pour lutter? alors voilà. Donc, pardon, il fallait que je rentre un peu dans le détail. Non, mais vas-y. Et du coup, comment on fait pour lutter? Moi, je fixe 3 objectifs. Le premier, c'est renforcer les moyens qui sont alloués à la lutte contre les ingérences, parce que ça, c'est des moyens humains et techniques. Le deuxième élément, c'est renforcer la formation à l'intérieur des médias, parce que là, il y a un vrai sujet. Je veux dire, au bout de plusieurs épisodes où les médias relaient quelque chose et se font le relais d'une ingérence étrangère, c'est un peu problématique. Et le dernier élément, ça dépend de chacun d'entre nous. C'est un travail de formation de l'ensemble de la population sur ces sujets-là, justement pour se protéger de ce type d'ingérence. Parce que le truc qui est le plus efficace, c'est quand on voit une situation comme ça, ne pas rentrer dans le jeu de allez, le premier qui dit un truc ou qui monte au créneau sur ça, pour rester... faire attention à ce qu'on dit, être dans un mouvement de solidarité vis-à-vis des personnes qui sont évidemment visées par ce type d'actes, mais être dans une logique de attention, il faut qu'on vérifie d'abord l'information. C'est quoi ta position sur le droit de vote à 16 ans ? Je rappelle qu'une tribune de l'UNICEF demande d'autoriser le droit de vote à 16 ans pour les municipales. Alors, j'y suis favorable. C'est une des recommandations que je fais dans le rapport. On a eu une écrivaine en audition qui proposait le droit de vote à la naissance. Ça s'appelle le droit de vote des enfants, qui est effectivement défendu en ce moment par c'est un super beau sujet. Et honnêtement, bon, ça pose plein de questions, notamment sur c'est quoi l'abstention, etc. Donc, je ne veux pas rentrer dans le détail de ça. Moi, pourquoi le droit de vote à 16 ans ? Parce que ça permet de commencer à réfléchir à la question du vote dans une structure où la plupart du temps on est encore au lycée. Et donc à partir du moment où vous avez une discussion qui se passe dans un cadre scolaire sur les élections, c'est aussi une manière d'avoir un cadre de personnes qui peuvent vous accompagner sur comment ça marche le vote, c'est quoi les enjeux des élections, ah d'accord, c'est quoi être inscrit sur les listes électorales, etc., etc. Et le regroupement des élections, le fait de faire plusieurs élections le même jour, comme par exemple les élections locales, municipales, départementales, régionales, on pourrait voter le même jour ? Ouais, ça c'est pas un cas qu'on a étudié dans le cadre de la commission d'enquête. Néanmoins, à titre personnel, j'y suis assez défavorable pour la raison que chaque campagne a un sens particulier. C'est pas la même chose de voter pour une élection présidentielle et pour une élection municipale. C'est pas les mêmes enjeux pour une élection régionale et une élection départementale. Et peut-être que ce qui manque, c'est une formation un peu générale sur à quoi correspond chaque type d'élection et c'est quoi les enjeux qui sont associés. Par contre, tu vois, pour le coup, un des trucs dont je n'avais pas conscience et dont j'ai vraiment pris conscience dans le cadre de cette commission d'enquête et sur laquelle je pense que d'ailleurs nous-mêmes, Insoumis, on a un travail à faire d'information publique, c'est que les gens vont voter quand l'élection a du sens. Et ça, c'est vrai. Et bah ouais. Et précisément, c'est-à-dire quand elle a du sens sur plein d'objets, qu'il y a des chances de gagner, que on se dit que ça vaut vraiment le coup et que ça va changer quelque chose, etc., etc. Mais ne serait-ce que savoir c'est quoi exactement le cadre et qu'est-ce qui est en jeu. Par exemple, sur une élection départementale, c'est quoi les enjeux associés à une élection départementale ? Bah en vrai, tu vas demander aux gens c'est quoi les pouvoirs du conseil départemental. Même moi, je suis pas sûr de bien connaître tous les pouvoirs du conseil départemental. C'est compliqué. Ah ouais. Donc, ce travail et pourtant c'est des énormes enjeux, notamment sur la question, sur les questions sociales et sur les questions d'accueil des personnes étrangères. Donc ces enjeux-là, quand tu les maîtrises, quand tu sais à quoi ça sert les élections et que tout le monde maîtrise ça et que c'est vraiment un sujet du débat, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une augmentation de la participation. Emilien ? Double question, quid du vote obligatoire, qui est notamment l'avantage, tout un débat philosophique, mais de forcer les personnes les plus éloignées du vote à être présentes et donc à être représentées, à se comprendre en compte leur voix. Et deuxièmement, sur le mode de scrutin, on sait que la proportionnelle, généralement, préserve un petit peu plus les participations que le scrutin majoritaire. Je crois que l'Avenir en commun propose une proportionnelle départementale qui, malgré tout, n'est pas la plus représentative des proportionnelles. C'est quoi les conclusions que vous en avez ? Je me souviens plus de la première question. Vote obligatoire. Vote obligatoire. Oui, je m'en souviens. Alors, je fais une recommandation en faveur du vote obligatoire dans le rapport. Ouais. Pourquoi ? Parce que effectivement, ce qu'on constate dans tous les pays où il y a un vote obligatoire qui est mis en place, c'est qu'il y a une participation qui est bien plus forte. Et cette participation, elle mobilise en particulier les personnes qui sont les plus loin du vote. Et il y a notamment une étude qui a été faite en Belgique qui montre que en gros, tu as 85% de participation dans les élections législatives belges. Au moins, oui. C'est énorme. Moi, je rêverais qu'on ait 85% de participation aux élections législatives. De gens obligés de voter, je suis pas sûr. Mais... Eh ben, en fait, ce que tu constates, c'est que les études qui ont été faites en Belgique disent que si jamais il n'y avait pas ce vote obligatoire, tu tomberais à 60% de participation. Tu tomberais sur les mêmes niveaux que ceux qu'on a eu dans notre élection, la dernière élection législative. Donc, ce
ce sujet-là, moi j'y suis favorable dans le sens où ça permet une augmentation de la participation, parce que toute participation qui n'est pas de 100% conduit in fine à un suffrage censitaire. C'est-à-dire ceux qui sont les plus loin du vote, ceux qui ne vont pas voter à la fin, c'est les plus pauvres. C'est toujours les plus pauvres, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles, à titre personnel, je ne suis pas favorable au droit de vote, au vote obligatoire, pardon. C'est parce que ça revient à coller des amendes à des pauvres. Non, parce qu'en fait, elles ne sont pas appliquées. Non, mais voilà, donc tu vois, non, mais la vérité, c'est ça. En fait, c'est obligatoire, mais c'est pas obligatoire. C'est quand ça marche vraiment, quand c'est sanctionné vraiment que ça marche vraiment. Alors, en fait, parce que sinon, c'est un peu infantilisant, quoi. En fait, ce qui est jusqu'à 3 et oui, mais non, parce que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que comme les gens sont obligés d'aller voter, en théorie, parce qu'en réalité, les amendes, la plupart du temps, sont même pas appliquées. Mais comme les gens sont obligés d'aller voter, l'effet que ça a, c'est que les gens ne vont pas voter au hasard en étant en mode infantile, genre il faut bien mettre un truc dans l'urne. C'est plutôt l'inverse. Ça produit plutôt une mobilisation, un intérêt pour l'élection, et ça augmente la cohésion populaire sur des sujets. Est-ce que c'est parce que vous dites qu'il y a beaucoup plus, enfin que ça profiterait aussi à LFI? Comment ? Est-ce que c'est parce que vous dites aussi que ça profiterait peut-être plus à LFI parce que vous avez un grand sujet sur mobiliser les abstentionnistes? Alors non, il y a un vrai sujet, et moi je commence le rapport comme ça, je commence le rapport sur la question du suffrage censitaire. Parce que c'était quelque chose qui existait auparavant, c'est-à-dire que ne pouvaient voter que ceux qui avaient le plus d'argent. En fait, il y a un suffrage censitaire caché qui existe à l'heure actuelle et qui est basé sur plusieurs choses, la mal-inscription, la non-inscription et l'abstention, qui sont 3 éléments qui participent au fait que tout le monde ne peut pas voter. Et est-ce que ça favoriserait la France insoumise ? Ben, peut-être. Mais je voudrais juste finir sur ça. Vas-y. Et alors ? C'est-à-dire, si ça favorise la France insoumise, c'est bien donc que si jamais les plus pauvres vont voter, alors la France insoumise est plus forte. Bah, excusez-moi, mais ça veut dire que ceux qui sont au pouvoir à l'heure actuelle, ils n'ont pas du tout envie, sans doute, que les plus pauvres aillent voter. Bah, moi, j'ai envie que les plus pauvres, ils aillent voter. On voulait aussi te poser des questions sur la gauche et l'état dans lequel elle est. Ce soir, à l'heure où on parle d'ailleurs, c'est l'élection du premier secrétaire du Parti Socialiste. Les bureaux ferment à 22h. Olivier Faure contre Nicolas Maillot. Et dépêchez-vous, après, faut aller boire. C'est l'heure d'aller boire des bières. Olivier Faure contre Nicolas Maillard-Rossignol. On a vu au premier tour, si je puis dire, on va simplifier à mort, que Olivier Faure est arrivé en légère tête. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la France insoumise, lui qui est plus favorable à l'union que son opposant Nicolas Maillard-Rossignol? L'union avec vous, en l'occurrence. Ben, je sais, avec nous ? Les insoumis. Ben, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'était ce qu'il disait dans ses dernières prises de position. Il disait plutôt l'union de la gauche, oui, mais jusqu'à la France insoumise, d'une certaine manière, nous. Il a dit la gauche non mélanchoniste, il me semble. Enfin, il disait de Glucksmann, non, de Poutou à Hollande. Non, ça c'était Ruffin qui disait. Oh, ça, c'est Ruffin, ça. De Sur le Poutou plateau à de Hollande. Taxi. Ouais. De Poutou à Hollande, ça fait quand même un grand écart qui fait mal aux adducteurs. Ça s'appelle le NFP. Oui. Ouais, ça s'appelle le NFP. Ouais, d'accord. Oui, bah oui. Lui, la question qui était posée, c'était notamment dans la question d'une primaire. Et franchement, je vois mal Philippe Poutou soutenir François Hollande dans le cadre de la sortie d'une primaire. Alors, ça, et inversement. Et inversement, et je suis d'accord avec toi. Mais, ok, soyons plus réalistes et réponds à ma question, du coup. Sur Olivier Faure, est-ce que c'est Non, une je bonne suis désolé, c'est pas une injonction, mais c'est que Mais moi, Olivier Faure, non, mais je vais il a fait la répondre NUPES et le NFP, c'est Ouais. plutôt favorable à la France insoumise. Bien sûr, je vais répondre. Enfin, en l'occurrence, c'est aussi favorable au PS. Il faudrait pas non plus oublier cette partie-là. Bien sûr, Mais c'est mutuellement favorable. Mais tous ceux qui prônent le fait de s'unir sont plutôt dans une bonne dynamique pour moi. Ceux qui disent que la France insoumise est infréquentable, parce qu'en fait c'est ça, ceux qui disent qu'il faut pas faire l'union, en général c'est pour nous taper dessus. C'est Nicolas Maillard-Rossignol. Ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'on est méchant et que je sais pas quoi. Voilà, en gros, ça consiste en ça. Donc ceux qui sont dans une logique d'union, pour moi, je dirais, sont conscients de la période dans laquelle on est. Et moi, justement, l'une des règles que j'essaye de fixer, alors parfois je cède à une petite vanne, une vanounette, on va dire. De temps en temps. Une vanounette. J'essaie de pas taper sur les camarades. Mais voilà, moi je considère que mes adversaires, ils sont en face. Mais mes adversaires principaux, ce sont ceux qui sont en face de nous. Enfin, je veux dire, quand t'as Bruno Retailleau qui dit ah bah le voile, j'ai un gros sujet avec Bruno Retailleau. C'est un message que tu essayes d'envoyer à ceux qui disent plus jamais PS, par exemple. C'est un message que j'essaye d'envoyer à tout le monde. C'est-à-dire qu'en général, quand on se tape dessus, c'est pas très bon. Mais si vous regardez bien, nous, on a pour l'instant plutôt laissé les choses ouvertes. J'entends que certains, par exemple Jérôme Guedj, quand il était sur votre plateau la dernière fois, il disait l'union avec la France insoumise, plus jamais. Ouais. Ben excusez-moi, mais moi quand j'entends ça,
Ça m'inquiète parce que ça veut dire quoi? Alors, imaginons un truc. Il y a un deuxième tour où c'est la France Insoumise qui est au deuxième tour. On va Face dire au quoi? RN. Face au RN ou face à n'importe qui? Non, pas forcément face au RN. Face au RN ou face à un macroniste quelconque. On dit quoi du coup? Jérôme Gage, il pourrait voter pour le macroniste. Bah voilà. Excuse-moi, Je pense que lui ferait ça. En fait, je dis ça. Donc alors, le problème, c'est l'union pour faire quoi? Moi, ce que je veux, c'est renverser cette société-là, changer cette société. C'est faire en sorte que les rapports de domination qui sont en place dans la société, pas seulement économique, soient changés, soient modifiés. Mais qu'on aille vers une société qui soit une société égalitaire. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de gens dans le chat qui sont encore plus radicaux que moi. Ouais, les plus jeunes. Dans le chat, ils sont nombreux, ouais. Ouais. J'entends cette donc, plus jamais LFI, plus jamais PS, l'un et l'autre se répondent. Et à la fin, moi, c'est pas ce que j'ai dit. Tout le monde perd. Non, justement, c'est bien ce que je dis. Moi, ce n'est pas ce que j'ai dit. Dans un certain nombre de cas, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler avec l'ensemble de ceux qui veulent faire l'union avec nous. Mais en même temps, j'ai l'impression que l'objet du congrès du PS, c'est de savoir. J'ai l'impression qu'on est l'objet du congrès du PS. On dirait que vous franchement, parce que ce qui m'interpelle un peu, je vois votre positionnement. On dirait que vous ne comprenez pas pourquoi des gens peuvent ne pas être d'accord avec LFI ou quoi que ce soit. Enfin, c'est de manière complètement. On dirait que, vous dites voilà, tout le monde dit on est les méchants, comme si vous étiez absolument gentil et que vous êtes là pour vous entendre avec tout le monde et qu'il se passe jamais rien et qu'il n'y a pas de sujet. Mais non, mais ce qui est bizarre, parce qu'on peut entendre qu'il y a des désaccords. Après, on peut les surmonter entre mais partis politiques. Ce qui est bizarre, c'est qu'on reproche ça que à LFI. Je veux dire, littéralement. Je comprends par exemple qu'il y ait des gens qui disent plus jamais PS quand Madame Delga, par exemple, faisait des émissions de radio pour dire qu'il fallait interdire les manifestations pour la Palestine. Je comprends que les gens n'aient pas envie d'aller avec Madame Delga. Pour des raisons plus anciennes, on peut comprendre plus jamais PS, ou même pour des raisons plus anciennes, on comprend le plus jamais PS. Oui, quand on se fait traiter d'antisémite tous les 4 matins, au bout d'un moment, ça saoule. Enfin, je veux dire, moi, je veux bien qu'on ait. Non, parce qu'il n'y a aucune critique aujourd'hui qui est adressée à LFI que vous entendez, que vous prenez en compte en disant on a des efforts à faire là-dessus. Si. Par exemple, ce serait quoi? Je sais pas, c'est pas moi qui vais faire les critiques qui sont mises à LFI, mais il y a plein de critiques qui sont entendables. Après, je sais. Sur le manque de démocratie en interne, par exemple. Alors, oui, voilà, c'est ça le. Eh ben, allons-y, le manque de démocratie en interne. Pourquoi est-ce qu'il y a ça qui est dit à propos de la France insoumise? Parce qu'on ne fait pas des textes de congrès avec une motion A, une motion B, une motion C, et que nous, on a essayé de faire une méthode de travail qui est différente, il y a un texte qui est proposé par la coordination des espaces, qui est débattu groupe d'action par groupe d'action, puis au niveau départemental, puis au niveau national, puis voté. On peut dire c'est pas démocratique, mais moi je trouve que ça crée du consensus et qu'à la fin, comme il y a un vote, soit tu votes pour, soit tu votes contre. Donc le choix est assez limité, je mets des guillemets, mais néanmoins, parce qu'on a fait un travail de formation du texte de manière consensuelle, en essayant de travailler groupe d'action par groupe d'action, puis à chaque étape, ça permet qu'à la fin, effectivement, il y ait plus d'accords. Et justement, moi, je voudrais aller un peu en profondeur. Et je trouve ça hyper chouette comme débat, parce qu'on n'en parle jamais, en fait, de la forme mouvement, ce que ça a permis de faire. Hier, j'ai eu un débat sur France Culture. C'était la première fois de ma vie qu'on me proposait un débat sur la forme mouvement et les avantages de la forme mouvement. Franchement, c'était hyper... Enfin, je veux pas... Le mouvement gazeux... Je veux pas survendre l'émission, mais c'était hyper sympa de pouvoir débattre de ça. Qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque non seulement du consensus, parce que tout le monde peut s'approprier le texte, mais en plus, le texte, il est meilleur. Le texte est meilleur, c'est-à-dire, moi je considère que le texte qu'on propose avec la coordination des espaces, quand il sort des discussions qui sont faites avec l'ensemble des insoumis, il est meilleur parce que justement il a pu, comme une éponge, absorber toute la force du mouvement insoumis et toutes les orientations des insoumis localement. Je trouve que c'est très efficace comme manière de faire. Lorraine. Tout à l'heure, vous parliez de changer la société, de renverser les rapports de domination. Moi, ce que je vois quand je suis toutes les histoires de qui propose une primaire, etc., j'ai l'impression, j'ai ouï dire que du côté des LFI, ce serait plutôt Jean-Luc Mélenchon qui irait. Moi, ma question, c'est est-ce qu'en 2027, il ne faudrait pas penser à plutôt une candidate et potentiellement hors parti, pas forcément Lucie Castet pour le coup. Enfin, on peut poser la question, mais c'est pas ma question en tout cas. Ça peut être dans le parti aussi. Est-ce qu'il faudrait pas penser à... Oui, et ça peut être aussi dans le parti, parce que, par exemple, moi, ce que je voyais beaucoup sur les réseaux sociaux au niveau
en juin 2024, si on mettait beaucoup en avant Clémence Guettet, par exemple. Tout le monde disait la future première ministre, etc., etc. Pourquoi, par exemple, au sein des LFI, vous vous dites pas, pourquoi pas Clémence Guettet, pourquoi pas Mathilde Panot ou quelqu'un d'autre? Alors, déjà, ce que je trouve très fort qu'on a réussi à faire, c'est que aujourd'hui, plein de gens se disent que plusieurs insoumis pourraient être des bons candidats à l'élection présidentielle. Ne serait-ce que ça, c'est une réussite considérable. Et quand certaines personnes vont dire que Jean-Luc Mélenchon, je ne sais quoi, est un homme seul ou un homme qui a trop d'ego ou des choses comme ça, il y a beaucoup de critiques qui sont formulées contre Jean-Luc Mélenchon. Quel autre responsable politique a essayé à fixer comme objectif de former une génération qui est à ce niveau-là de compétences? Je veux dire, nous, on est un mouvement politique on est né en 2016, la France Insoumise. Ça veut dire on n'a même pas une décennie d'existence derrière nous. Bien sûr, Jean-Luc Mélenchon, ça fait, y a une histoire qui va avec. Moi, j'ai rejoint Jean-Luc Mélenchon avant que la France Insoumise existe. Mais la France Insoumise en tant que mouvement, c'est quelque chose qui existe depuis 2016. En l'espace de 10 ans, on a réussi non seulement à créer une génération de dirigeants politiques qui est de très haut niveau, je trouve. Enfin, je trouve qu'on a des gens qui sont capables d'occuper des postes de ministère. On a proposé... C'est historique à gauche, la formation des cadres. On a proposé 4 personnes... vous n'avez pas inventé ça. Non, bien sûr. Ouais. Mais on a proposé 4 personnes au poste de Premier ministre. Personne n'a dit c'est des boulets, ils arriveront jamais. Personne n'a dit ça. C'est l'inverse. Ça a produit exactement ce qu'on espérait. À savoir qu'il y ait 3 personnes, en l'occurrence Mathilde Panot, Manuel Bompard et Clémence Guettet, qui soient placées au niveau de... hop, ils peuvent devenir Premier ministre aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Et je voudrais quand même dire des choses sur Jean-Luc Mélenchon. Bon, moi, c'est quelqu'un dont je suis très proche. J'ai travaillé avec... Oui, je pense que ça se voit. C'est plus que... Pour moi, c'est plus que Mélenchon. Mais en dépit de l'immense écartage qu'on peut avoir, c'est un camarade et c'est aussi un ami. Ça peut paraître complètement bizarre, mais c'est aussi un ami. Je trouve qu'on a de la chance de l'avoir. Et... au bout d'un moment, ça saoule en fait d'avoir des gens qui tapent sans arrêt sur Mélenchon. Quand tu vas à l'étranger, quand nos dirigeants vont à l'étranger, Jean-Luc Mélenchon, il est perçu comme le chef de la gauche en France. Et on est en train d'avoir des gens qui passent leur temps à taper sur Jean-Luc Mélenchon sans arrêt. On a l'impression que c'est leur sujet principal de débat. Du congrès du PS lui-même, c'est la gauche mélenchoniste ou non mélenchoniste. Et on a la chance immense d'avoir un candidat qui a fait 22% à l'élection présidentielle et on dirait que c'est un handicap. Mais c'est l'inverse. C'est précisément parce qu'on a la chance d'avoir un candidat à l'élection présidentielle qui a fait 22% qui lui tape dessus sans arrêt. Parce que la condition de la victoire des autres, et je ne parle pas de la gauche, je parle de la droite et de l'extrême droite, la condition de la victoire des autres, c'est qu'ils nous dégagent du second tour. Et pourquoi alors? Pourquoi les gens voudraient pardon? Parce que ça m'interpelle en fait. En fait, pourquoi les gens passent leur temps à lui taper dessus s'il n'y a aucune raison? Il n'y a pas aucune raison. C'est que dès qu'il y a une tête qui dépasse, et en particulier à gauche, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop. Mais c'est assez logique, compte tenu de ce qu'on est politiquement. On prône une 6e République dans laquelle on ne veut pas de monarque présidentiel. Donc quand il y en a un qui dépasse, le réflexe à gauche, c'est de se dire « oulala, attention, il peut y avoir danger, etc. » Pardon, mais on n'a pas choisi le système électoral qui est celui de la 5e République où il faut élire un président de la République. Donc, on joue dans le cadre de l'élection dans laquelle, malheureusement, j'ai envie de dire, on est. Est-ce que ça veut dire que... Non, pourtant, par le passé, la gauche a pu se fédérer et élire une tête. Oui, hein, pardon. Par le passé, la gauche a pu se fédérer et élire une tête. Est-ce que c'est le problème, c'est quand tu as une tête pas qui toujours. dépasse? Non. Oui, mais il y a quand même 2 présidents. Non, pas forcément. Mais Premier ministre. Ouais, non, mais il n'y avait pas toujours un candidat unique, en tout cas, à la présidentielle. Parce que non, il n'y a jamais en fait. Il n'y a jamais eu de candidat à l'élection présidentielle. Pas 30% ça serait inédit. Aussi, ça serait inédit qu'il y ait un candidat. Mais par ailleurs, on peut aller jusqu'au bout du débat. S'il y a un candidat unique de la gauche à l'élection présidentielle, quelle est la force motrice pour le second tour? Si jamais tous les autres en face, ils sont de droite. À moins qu'on fasse 50% au premier tour, ce qui est mon souhait. On n'arrivera pas. Disons qu'il faut des marges de progression au deuxième tour. Moi, je suis assez convaincu du fait que le seul fait d'avoir un candidat de gauche radical au second tour, c'est quand même, ça peut générer une force propulsive. Après, il y a un autre point qu'il faut avoir en tête. Il s'agit de gouverner le pays, la France, qui est quand même une grande puissance économique, et militaire d'ailleurs, et de gouverner la France dans un monde dans lequel, en face de nous, on a Poutine, Trump, et des gens qui sont à peu près prêts à faire n'importe quoi. Je pense que dans ce cadre-là, et il faut bien voir ça comme ça, et c'est ce qu'on est, la France Insoumise. C'est pas, quel que soit notre candidat ou notre candidate à l'élection présidentielle, au final. De toute façon, on forme une équipe. Et on forme une équipe de gouvernement et qui est prête à affronter ce niveau-là d'exigence qui, dans le monde, malheureusement, dans lequel on est aujourd'hui. Émilien ? Oui.
bon, on ne peut pas revenir sur Mélenchon, je pensais bien de faire 30%, mais après, il faut pouvoir gagner le second tour, et les 20%, ça ne se gagne pas magiquement non plus. Mais la question, la prochaine, c'est celle des municipales. Ouais. Vous voulez gagner des villes. Ce qui s'est passé avec Louis Boyard précédemment... À Villeneuve-Saint-Georges. Voilà, à Villeneuve-Saint-Georges, bon, il y a eu des soucis, des questions d'union de liste, etc. Mais aussi, ce qui s'est posé comme question, c'est la légitimité en interne au sein de la gauche de quelqu'un qui, certes, venait du coin, mais n'était pas un militant local particulièrement. En tout cas, il y avait d'autres figures qui existaient. Et pour un mouvement qui, justement, veut faire monter des figures d'en bas, qu'il a déjà fait, mais qui veut continuer à le faire, on parle beaucoup de parachutés ou de gens qui s'intéressent beaucoup à leur ville tout d'un coup. Est-ce que c'est vraiment la bonne méthode d'envoyer comme maire, y compris contre des gens de gauche parfois, des Delogu, des Guiraud, des Boyards? Est-ce qu'il n'y a pas des militants associatifs parfois, pluripartitifs de leur ville aussi, qui pourraient faire l'affaire pour une union de la gauche aussi? Antoine Léaumont. Il y a plein, en fait, il va y avoir plein de cas. Et un peu partout, ça va être des solutions différentes. Là, on est dans une phase dans laquelle ce qu'on fait, c'est qu'on choisit des chefs de file pour les élections municipales. Enfin, c'est pas en général, c'est partout, c'est une femme et un homme. Et on choisit en même temps une stratégie. Par ailleurs, ça, tout le monde... Mais vous les choisissez comment, les chefs de file? C'est local. C'est-à-dire, localement, ils sont choisis par les militants de la France Insoumise. Il y a des cas dans lesquels ces chefs de file vont devenir les candidats à l'élection municipale et en fait être la tête de liste, l'un ou l'autre va être la tête de liste. Mais il y a d'autres cas où non. Et en fait, il y a d'autres cas où... Et pourquoi? Ben parce que précisément, on pourrait vouloir mettre davantage au poste de candidat ou de candidate et en tête de liste une personne qui soit pas directement de la France Insoumise et qui viendrait nous voir en disant bon bah moi j'ai un certain poids sur la ville, je suis engagé depuis des années et je suis prêt à vous rejoindre parce que je suis d'accord avec ce que vous faites. Et souvent les gens, la condition qu'ils mettent, c'est par contre je veux être tête de liste. Donc là il y a des ajustements qui se font et faut bien voir aussi que des fois ça peut être difficile pour les camarades parce que eux-mêmes ils sont engagés depuis des années et longtemps. Et je crois qu'on a une chance qui est qu'on a aussi des camarades qui savent parfois s'effacer pour laisser la place à ceux dont ils estiment qu'ils sont mieux placés. Ensuite, voilà. Et en termes de cumul des mandats, au cas où c'est un député qui est élu si jamais il y en a un qui est élu maire, il quittera son mandat. Non, je dis ça parce que François Bayrou a l'intention de revenir sur le cumul des mandats. Ah oui, la France Insoumise, si je me souviens bien, dans l'Avenir en commun, vous êtes pour l'interdiction du cumul des mandats. Oui, et puis en plus, faut pas mentir aux gens. C'est pas possible. Par exemple, si on prend Roubaix où David Guiraud est candidat, c'est pas possible de gérer une ville comme Roubaix et de faire député à l'Assemblée nationale de manière sérieuse. Il y a un des deux qui est pas fait de manière sérieuse. Donc, à quoi ça sert au final, à part pour les gens qui veulent avoir plein d'argent et cumuler les salaires? Parce qu'en fait, c'est à ça que ça compte à la fin, le cumul des mandats. Nous, on n'est pas dans cet état d'esprit. Et je pense que les camarades qui ont envie d'être candidats dans leur ville, ils ont envie d'être candidats aussi parce que c'est un échelon où tu peux changer des choses de manière concrète. Nous, parfois, enfin moi, souvent, j'ai un peu le sentiment que comme les gens, ils ont une très forte confiance en nous, parce que je pense qu'on redonne de la confiance dans la politique. Mais en même temps, je suis député, j'ai pas de pouvoir local. J'ai zéro pouvoir local. Donc on fait ce qu'on peut. On a une permanence, on essaye d'aider les gens avec les problèmes administratifs notamment qu'ils ont. Mais même ça devrait même pas être mon travail de député en fait. Donc on le fait parce que justement on est presque le dernier service public qui existe. On remplace des services publics. Mais quand t'es maire, pour le coup, t'as un pouvoir qui est un pouvoir énorme. Ouais. Enfin, à condition d'avoir les moyens. Et ça, c'est un autre sujet dont on pourrait parler. Dont on reparlera une autre fois. C'est la fin de cette interview. Merci beaucoup, Antoine Léaumont. Merci à vous d'être venu sur le plateau de Backseat. Merci d'avoir regardé cette VOD jusqu'au bout. Je te garde 1 minute pour te parler du dividende sociétal du Crédit Mutuel. En fait, le Crédit Mutuel, c'est la première banque française à être ce qu'on appelle une entreprise à mission. Ça veut dire que c'est une entreprise qui se fixe des objectifs sociaux et environnementaux et qui s'y tient. Pour ça, le Crédit Mutuel a inventé le dividende sociétal. Ce dividende, c'est 15% des profits de la banque qui sont chaque année investis dans des projets qui ont un impact sur la société et l'environnement. En 2024, le dividende sociétal a permis de mobiliser 574 millions d'euros pour soutenir des projets solidaires. Rends-toi compte, si 200 entreprises françaises faisaient comme le Crédit Mutuel, on pourrait quasiment financer tous les investissements nécessaires à la transformation écologique française. C'est incroyable. Si tu veux en apprendre plus, tu peux cliquer sur le lien que je t'ai mis en description.